Deuxième partie, deuxième conférence. L'Autriche qui arrive. Bonjour l'Autriche. C'est pour le match. On a l'impression d'histoire quand vous parlez. Lequel? Ah, je sais. Il y en a un ce soir. Bergame. Tu faisais exprès, non? Non, je ne connais pas. Allez, on y va. Deuxième conférence. La première, vous vous souvenez, c'était le panorama intellectuel du fétichisme. C'était pas ça exactement, je vais vous le dire très précisément, la machinerie intellectuelle du fétichisme. Donc les deux concepts que j'ai rabâchés pas mal. La chosification des rapports sociaux, par exemple faire de la marchandise ou bien de la monnaie ou bien du capital des fétiches et oublier ce qu'il y a derrière, soit la production, soit l'échange, soit l'exploitation, etc. Et puis d'autre part, la personnification des choses. Donc, l'entrepreneur, le capitaliste, le joueur, la star de football, quoi d'autre encore, voir la trace écrite. Bien. Je renouvelle la définition, je rappelle la définition de fétiche et fétichisme surtout pour éviter toutes les ambiguïtés. Donc je rappelle, un fétiche, c'est un objet, médaille, image, mascotte. Bonjour monsieur B6. Médaille, image, mascotte, poupée, bague, etc. Et certains esprits mal tournés ont ajouté une petite culotte. Ah, c'est toi, hein? Tu assumes? Je sais que ça fait partie du fétichisme. Tu assumes? Que les psychologues. Tout compris. Et voilà. Et objet auquel un individu peut prêter une sorte de pouvoir mystérieux et inexplicable. On pourrait aussi parler de gris-gris, porte-bonheur, amulette, talisman, etc. Je vous donne quelques synonymes du mot fétiche. Adoration, culte, idolâtrie, vénération. Voilà. C'est juste donc un rappel. Un rappel. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, comme au cours de ces conférences, je parle énormément de Marx et du Capital, eh bien, je vous ai apporté un trésor, en fait. C'est l'édition du livre 1 du Capital de 1875. Voilà le livre que les ouvriers français, bien sûr, ont eu entre les mains en 1875. Donc il est bien relié, hein. Un beau livre, hein. On le met en circulation. À vrai dire, de 72 à 75, l'ouvrage a été édité en livraison. Donc une soixantaine de livraisons, si ma mémoire est bonne. Donc que les ouvriers, que tout à chacun pouvait acheter au fur et à mesure. Hein? Donc je pense une livraison mensuelle. Oui, mon père il a eu comme ça le premier, c'était une technique assez répandue à l'époque. Alors laisse le temps d'assimiler aussi. Et puis ça a laissé le temps d'assimiler aussi. Et à Marx de revoir la traduction, puisqu'il faut le savoir,
cette traduction-là, faite par Jules Roy, éditée par Maurice Lachâtre, surtout la question du traducteur, Jules Roy, Marx trouvait que Jules Roy faisait un travail très défectueux. Non. Et donc il s'est astreint à passer derrière le traducteur. Et on considère que, c'est Marx qui le dit, d'ailleurs, on considère que cette traduction, c'est tout autant une traduction de Jules Roy que de Marx. Et Marx disait que c'était une traduction qui avait un statut spécial sur le plan scientifique. Et Marx, il parlait bien les Français? Ah oui, il a d'ailleurs publié un livre en français, carrément, un seul. Ah ouais. Misère de la philosophie, en 1847. D'accord. Donc il a publié en français direct. Il parlait bien sûr l'allemand, langue maternelle, l'anglais, le français, et vers la fin de sa vie, il a appris le russe, parce qu'il voulait étudier la situation russe. Bon, il avait des correspondants. Il avait une fille qui s'était mariée avec un Français, Un mais je me responsable rappelle plus le nom. de Oui, la oui, internationale, oui, un truc comme oui. ça. Oui, qui faisait Aux partie- éditions sociales, il y a un livre qui s'intitule Les filles Marx. Ah ouais. Les Ah, filles il y en avait Marx. Il y en avait plusieurs alors. Oui, il en avait 3. D'accord. L'une d'entre elles, je ne sais plus laquelle, est décédée prématurément, Oui. mais il en avait 3. Et elles se sont toutes, enfin, il y en a 2 qui se sont mariées avec des mecs pas fréquentables, quoi, des communistes. Non, Il n'y a pas eu qui était marié avec la Fargue? Ici, Oui. des révolutionnaires. Enfin, C'est pas Mais il étonnant. y a un fils qui est mort, qui a Marx de Fresnes à Londres. un fils peut-être, oui, mais alors jeune. Oui. Très jeune, Très jeune. très jeune. Voilà. Bon, voilà le livre 1. L'édition suivante après ce livre-là, c'est dans les années 1960. C'est la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, qui a été X fois révisée par Jean-Pierre Lefebvre lui-même, et qui est maintenant le classique reconnu pour le livre 1. Pour le livre 1. Si vous l'achetez, il faut acheter celui qui est publié aux éditions sociales. Donc Jean-Pierre Lefebvre, je répète, il n'y a que ça. Un gros truc comme ça, couverture verte, enfin moi celle que j'ai c'est vert, mais ça a changé. Le livre 2, il vient de paraître il y a 1 mois ou 2 aux éditions sociales, et particularité, c'est que c'est la première fois qu'un livre du Capital, en l'occurrence le livre 2, a le statut de publication scientifique, considéré comme scientifique, puisque c'est une édition sous le sigle de la GEM, G-E-M-E, Grande Édition Marx & Engels. On pense que le livre 1 va rester comme ça. On considère que la traduction de Jean-Pierre Lefebvre est tout à fait satisfaisante. Et donc, je suppose que la prochaine fois, ce sera le livre 3 qui va passer à la casserole. Voilà. Le théâtre shakespearien du fétichisme, donc, aujourd'hui. Je vais regarder successivement le fétichisme de la marchandise, le fétichisme de la monnaie et le fétichisme du capital. À chaque fois, ce seront des passages plutôt brefs, quelques réflexions pour vous donner une idée du sujet, de la chose. On va commencer par le fétichisme de la marchandise et par une citation de Marx. Il tombe sous le sens que l'homme modifie par son activité les formes des matières naturelles d'une façon qui lui est utile. La forme du bois, par exemple, est modifiée quand on en fait une table. La table n'en est pas moins du bois, chose sensible, ordinaire, mais dès qu'elle entre en scène
comme marchandise, elle se transforme en chose sensible, suprasensible. Elle ne tient plus seulement debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête face à toutes les autres marchandises et sort de sa petite tête de bois toute une série de chimères qui nous surprennent plus encore que si, sans rien demander à personne, elle se mettait soudain à danser. Donc encore un paragraphe un tout petit peu poétique, enfin littéraire de Marx, dont il a le secret. Qu'est-ce qu'il fait là, Marx? Donc il décrit la métamorphose de la table entre deux moments. D'abord, le moment où elle sort de l'atelier du menuisier, elle vient d'être créée par du travail concret d'un menuisier. Bon, c'est alors une table ordinaire, sensible ordinaire, appropriée à un usage particulier, table. Et puis l'autre moment, c'est celui où cette table, toute fraîche fabriquée, eh bien, elle se présente sur le marché. Et là, c'est une autre histoire, c'est un autre roman. Elle se présente sur le marché avec son prix, sa valeur d'échange, prix, valeur d'échange, collé sur l'étiquette, le prix. Bon, elle se compare immédiatement avec plein d'autres marchandises. Elle peut se comparer avec une autre table, ou avec, je ne sais pas quoi, des chaises, je ne sais trop quoi. Mais a priori, raisonnablement déjà avec des tables, c'est déjà une chose. Bon là, dès qu'on fait ça, on la compare avec autre chose, avec des tables. Eh bien, on ne parle plus de travail concret. Il n'est plus question de travail concret là. On compare quoi? On ne compare pas des travaux concrets, on compare des prix. Et donc, si on compare des prix, de la valeur d'échange, ça veut dire qu'on compare, on considère les marchandises en question comme une dépense de travail en général. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué avec mon schéma la semaine dernière. Travail concret, travail abstrait. Donc là, on est sur le terrain du travail abstrait, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne peut que concevoir. C'est alors, dit Marx, que la marchandise stable devient une chose une chose sensible, ce qu'elle est au départ, une chose sensible, suprasensible, qui matérialise un temps social de travail humain, lequel permet de la rendre comparable à d'autres marchandises. Quand je suis en train de dire ça, je révise la semaine dernière. Tout le problème est que le temps social de travail humain en question, c'est maintenant du passé. C'est du passé. C'était la semaine dernière ou le mois dernier, quand le menuisier s'est attelé à la tâche. Et franchement, ça, c'est un aspect, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le prix. Un petit peu, un minimum d'utilité, de fonctionnalité, de solidité. De qualité aussi. De qualité, voilà, bien sûr. Mais le détail des choses, c'est pas vraiment notre problème. Nous, ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est le prix. Sur le marché, donc, la table, elle se donne à voir à la fois comme chose utile, mais réduite à quelques qualités ou caractéristiques particulières, avec son prix, et comme travail abstrait, travail humain en général. Voilà, elle est donc sur le marché,
elle voyage, elle se présente sur le marché sous ces deux aspects, valeur d'usage, valeur d'échange. Au total, elle est écartelée entre sa forme sensible de départ, de table utile, à laquelle il y a le prix qui est attaché, la valeur d'échange, et sa forme suprasensible de produit d'un temps social de travail humain dont découle sa valeur. Bon, ça fait 3 minutes que je me répète, je tourne en boucle, je répète pour faire rentrer la chose. Et donc, dit Marx, il dit quelque part, pas là, mais dans un autre passage, il dit que la marchandise danse la gigue sur le marché. L'extrait de Marx, la citation de Marx, là permet de voir un autre problème, celui du fétichisme. Ça, c'est, j'en viens à mon sujet. Sur le marché, les rapports entre les humains, eh bien, ils deviennent des rapports entre des choses semblant avoir leur valeur propre. Rapport entre les humains, le menuisier, l'acheteur. C'est pas ça qui se passe. On a autre chose. On a un rapport avec une table. Un acheteur avec une table. Via le prix et la valeur d'échange. Les producteurs humains qui sont source de la valeur, ils n'apparaissent pas, ils n'apparaissent plus. Et ce sont les marchandises qui tiennent le beau rôle. C'est le monde à l'envers de Marx. L'inversion consiste en ceci, dit Vasseur. Dans la confusion entre valeur et valeur d'échange qui s'ensuit, on a l'impression que ce sont les choses qui, par elles-mêmes, sécrètent leur propre valeur et établissent entre elles des relations sociales que les humains ne peuvent que suivre en s'y soumettant. La confusion d'où elle vient, c'est que la valeur, elle est issue du travail du menuisier. La valeur tout court. Je vous rappelle cette petite particularité du vocabulaire de Marx. Valeur tout court, ça veut dire qu'on parle du travail concret dépensé par le menuisier pour fabriquer la table et donner au bois la valeur d'usage de table. Ça, c'est la valeur tout court. Quand on dit valeur d'échange, on parle de ce qui se passe quand la dite table se présente sur le marché. Et que là, elle se trouve comparée avec des tas de produits divers et variés. Des tables sans doute, j'en conviens, mais ça peut être d'autres produits. Donc là, cette dernière citation, elle fait allusion à ce distinguo entre valeur et valeur d'échange et la confusion que cela entraîne. La valeur, elle n'est plus vue comme temps de travail social, mais comme pouvoir inclus dans la marchandise, c'est-à-dire le prix. Le travail humain est occulté et les marchandises se voient dotées d'un pouvoir occulte, le prix. C'est cela le fétichisme. Un rapport social apparaît comme un rapport des choses entre elles. Je déplie encore un peu l'idée, car ça va me conduire à une autre formulation déjà évoquée, qui va vous rappeler quelque chose et qui va nous faire avancer. Le rapport social, c'est-à-dire le travail humain, il est noué dans la sphère de la production, tandis que les rapports des choses entre elles, ils se nouent, eux, dans une autre sphère, celle de la circulation. Le marché, si vous voulez. Et l'idée, elle est la suivante, l'idée déjà évoquée, elle est la suivante. Dans le capitalisme, c'est la sphère de la circulation qui impose sa logique à la sphère de la production. Chose déjà dite. Voilà. Vasseur insiste sur le fait que tout cela n'est pas concerté. Il ne faut pas imaginer un complot. Attention. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui tire les manettes ou qui appuie sur des boutons
pour que la sphère de la circulation impose sa logique à la sphère de la production. Pas du tout. C'est inhérent à la logique capitaliste. Je trouve que le rapport est assez complexe. Je pense par exemple la valeur d'un kilo de cerises. Bon, il a une valeur intrinsèque parce qu'il faut des arbres, qu'il faut planter, qu'il faut entretenir, il faut cueillir. Mais après, la valeur du marché, c'est extrêmement variable. Est-ce que le consommateur est loin de là? Comment il la récolte l'année? Donc c'est très complexe, ces rapports entre les valeurs de production et valeurs sur les marchés. C'est tout à fait ça. Marx dit que la valeur d'échange, elle oscille autour de la valeur. Oui. Et qu'est-ce qui fait osciller? C'est tout ce que tu viens de dire. Il est certain que... imagine par exemple une situation de pénurie d'un produit. Ça va faire augmenter le prix. L'huile d'olive actuellement. L'huile d'olive actuellement. On peut imaginer l'inverse, je ne sais pas trop. Non, on va imaginer plutôt une concurrence faussée. Alors, j'ose pas dire non libre et non faussée, je voudrais inverser la fameuse formule de l'Europe. Concurrence libre et non faussée. Donc je vais dire non libre et faussé, c'est pour... Délibérément faussé. Je m'amuse là. Hein. Délibérément faussé. Délibérément L'huile faussé. d'olive, c'est Oui, mais- avec plein de Imaginons une situation, c'est par exemple où la Chine inonde le marché européen de je ne sais trop quel produit, C'est pas nos solaires. voitures des électriques. panneaux solaires. Eh bien, évidemment que ça fait baisser le prix. Ah oui, surtout si on se rend compte, au fil du temps, il faut du temps, surtout si, et de l'usage, surtout si on se rend compte qu'ils sont, ma foi, de bonne qualité. Donc, bon, quand même, ça se réfléchit. Mais subventionnés par l'État chinois. Mais sûrement subventionné par l'État chinois. Voilà. Bon, voilà, ça ce sont des exemples, et puis peut-être qu'on peut en trouver d'autres. Alors oui, il y avait l'exemple que tu prenais, les coûts de transport. Bon, ça c'est un sujet que Marx aborde dans le livre 2, puisque dans le livre 2, il déplie, avec une précision d'horloger absolument extraordinaire, hallucinante, il déplie le cycle de rotation du capital, de circulation du capital. Donc, il prend tout ce qui se passe, je me tourne vers notre capitaliste de service, il prend tout ce qui se passe. Des panneaux solaires chinois. Ouais, qui a acheté des panneaux solaires chinois. Il prend tout ce qui se passe à partir du moment où la marchandise sort de l'atelier, etc., etc. Et puis, la fin du du cycle de circulation où enfin le capitaliste récupère sa mise. Hein, bon. Mais ça prend tout un livre. Hein. Tout le livre 2 du Capital, c'est ça, c'est le cycle de rotation du capital. C'est un truc de fou. Bon, et donc il cite les frais de transport. Et il dit que quand les transports sont calamiteux, merdiques, eh bien le capitaliste, lui, il attend. Il attend avant de récupérer sa mise, etc., etc. Oui. Et c'est l'une des justifications de la distinction entre valeur et valeur d'échange. Hein? Donc, le rapport social de production, le travail, noué dans la sphère de production, invisibilisé par la sphère de la circulation, et donc là, nous avons terminé sur ce fétichisme de la marchandise. Nous allons terminer avec cette phrase de Marx. Le fétichisme, dit Marx, adhère aux produits du travail dès lors qu'ils sont produits comme marchandises et est inséparable de la production marchande, le capital. C'est une idée importante. Hein,
cette histoire que c'est inhérent. Inhérent. Ça fait partie d'eux. C'est inhérent au système. Parce que ça a une conséquence importante qu'on n'aura pas le temps de développer, mais si c'est inhérent, ça veut dire qu'il n'est pas envisageable de lutter contre. C'est pas très positif comme idée. Pas très positif. Je le concède. Mais il n'est pas question de dire on va dénoncer le fétichisme et on va s'en débarrasser. Pas du tout. C'est inhérent au système du capitalisme, au système de la marchandise. Donc bon, il faut faire avec. On peut évidemment, ce que je fais là, on peut faire ce que je fais. On peut parler du fétichisme, l'expliquer, le décortiquer, etc. En espérant que les personnes sauront par la suite traquer le fétichisme dans des situations sociales diverses et variées de la vie quotidienne. Mais bon, faut pas se leurrer, terme de Marx là que je vais employer, la religion de la vie quotidienne, c'est bien le fétichisme. Alors, le fétichisme de la monnaie maintenant. Vous allez voir qu'il est lié avec le premier, le fétichisme de la marchandise. Pourquoi ? Parce que la marchandise, ça veut dire immédiatement le marché des marchandises. Mais le marché des marchandises, autant dire la monnaie. Les comparaisons des marchandises entre elles, etc. etc. Donc, le fétichisme de la marchandise nous mène tout droit au fétichisme de la monnaie. Je le redis autrement, l'omniprésence du marché, l'omniprésence des marchandises et du marché des marchandises, eh bien c'est aussi l'omniprésence de la monnaie, qui est l'équivalent général de toutes les marchandises. La monnaie, donc, donne lieu à une deuxième forme de fétichisme. Dans la mesure, dit Vasseur, où elle apparaît comme dotée du pouvoir de donner sa valeur à chaque marchandise en lui fixant un prix. Voilà. Marx qui dit aussi l'énigme du fétiche, monnaie, n'est donc que celle du fétiche marchandise, devenue visible, crevant les yeux. On pourrait dire, d'une manière, dans un style absolument pas marxien, que c'est le fétiche de la monnaie, que c'est le fétiche de la marchandise au carré, ou au cube, ou puissance 10. Ça, c'est vous qui choisissez l'exposant. Et avec la monnaie, la chosification des rapports sociaux, CF la semaine dernière, s'accompagne d'une manière encore plus évidente d'une personnification des choses. C'est-à-dire que la monnaie va se voir investie de pouvoirs surhumains. L'origine de la valeur de la marchandise dans le travail humain, déjà floue et insaisissable la semaine dernière, au niveau de la marchandise. Et bien avec la monnaie, cette origine, elle est belle et bien perdue. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que l'argent n'a pas d'odeur? On ne sait pas trop d'où il vient. Sauf aujourd'hui, c'est pour l'anecdote, l'argent de l'odeur, puisque les chiens arrivent à renifler l'argent des billets. Ah, diable. Et vous savez pourquoi? Non? Vous savez, quand enfin, c'est l'anecdote, hein, quand il y a des perquisitions, quand ils montent dans des trucs, et vous avez ce qu'ils appellent des personnes, même des retraités et tout, qui planquent la drogue et l'argent. Et le chien, il arrive à reconnaître l'argent. D'accord. C'est l'odeur de l'encre. Ah! Même des billets qui ont 30 ans, le chien, il arrive. Ah, Oui. L'encre moi je sang. croyais que c'était un Donc, liquide l'argent qui a de était l'odeur. des- L'argent a quand même un peu de... Vous avez vu les faits divers aujourd'hui, ils arrivent à D'accord. trouver des...
C'est Ah, sûr mais qu'on moi, a- je croyais que c'était que les papiers monnaies Non, non, étaient pas du imprégnés de 36 000 odeurs des hommes Non, qu'il non, avait c'est- manipulés c'est aussi. pas- Je pensais ça, moi. Donc je conclus sur... Voilà, excusez-moi. Je conclus sur le thème du fétichisme de la monnaie. Là aussi, vous allez voir que Marx trouve les mots pour exprimer la situation. Tout devient vénal. Tout peut s'acheter. La circulation devient la grande cornue sociale dans laquelle tout vient atterrir afin d'en ressortir cristal monétaire. Rien ne résiste à cette alchimie. Pas même les saints ossements et moins encore les moins ordinaires choses sacro-saintes hors du commerce des hommes. Voilà. Au passage, c'est vrai pour le chapitre suivant sur le fétichisme du capital, si jamais vous aviez envie, c'est l'histoire que je puisse penser que je ne suis pas le seul fou sur Terre, quoi. Si vous aviez envie de lire le livre 1 du Capital, muni de cette conférence, vous avez un guide de lecture, hein, qui vous donne des repères sur la carte des concepts et leur rôle, etc. Alors maintenant, fétichisme du capital. Passons au fétichisme du capital. Là aussi, je vais commencer par dire qu'entre le fétichisme de la monnaie et le fétichisme du capital, eh bien, il y a un lien. Que j'explique. Le capitaliste, vous savez dans quel circuit il est, lui, hein, je l'ai dit la semaine dernière, le circuit AMA'. C'est son circuit à lui. Le circuit MAM, notre circuit à nous, les gueux, marchandises, argent, marchandises, il n'en a vraiment rien à cirer. L'huile et la glaise, c'est pas son truc à lui. Son job à lui, c'est donc AMA'. Avoir de l'argent, le réinvestir en capital. Hein? Argent, capital, c'est pas la même chose. Souvenez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, argent ou richesse, hein, à ne pas confondre avec capital. Mais ça, vous l'avez dans la trace écrite. Donc lui, son problème, c'est avec son argent de l'investir en capital et avec ça, moyens de production, force de travail, processus de production, et tutti quanti, etc., etc. Et au bout du bout, eh bien, récupérer une nouvelle somme d'argent dont il va se dépêcher de faire de nouveau du capital pour son cycle de valorisation suivant du capital. Donc lui, son truc, c'est de faire resplendir son argent en capital. Son circuit à lui, il est sans fin. Un cycle succède à un autre cycle, circuit sans fin. Sa finalité, je ne vais pas dire sa finalité, mais sa fin. Sa fin, elle est sans fin. Vous pigez le truc là, hein? C'est comme l'éternité, quoi, ça ne Voilà. peut durer rien faire. Elle est sans fin. Mais avec sa fin, elle est sans fin. FIN. On peut aussi l'écrire autrement. Ouais. C'est une fin sans fin, mais le premier FIN et le deuxième FAIN. Au diable les misérables valeurs d'usage qui ne valent que qui donnent satisfaction à nous les gueux. Mais franchement, ce n'est que des trucs de gueux. On est passé entre le fétichisme de la marchandise, le fétichisme de la monnaie et le fétichisme du capital. On va dire qu'on est passé d'un fétichisme taille M à un fétichisme taille, je vais dire L, comme livre, la livre anglaise de Marx. Hein? Bon, parce que je ne veux pas dire taille M comme monnaie. J'ai déjà dit taille M comme marchandise. Donc il faut que je trouve autre chose. Je vais dire taille L comme la livre anglaise. Et puis finalement, au fétichisme taille XXXL du capital.
Peut-être que c'est pas 3x qu'il faudrait dire, mais 3, 4 ou 5. Marx dit: la valeur devient ici le sujet d'un processus dans lequel, à travers le changement constant des formes monnaie et marchandises, elle modifie sa grandeur elle-même, se détache en tant que survaleur d'elle-même, en tant que valeur initiale, se valorise elle-même. Car le mouvement dans lequel elle ajoute de la survaleur est son propre mouvement. Sa valorisation est donc une auto-valorisation. Elle a reçu cette qualité occulte de pondre de la valeur parce qu'elle est valeur. Elle fait des petits vivants ou, pour le moins, elle pond des œufs d'or. Texte de Marx. Bon, là, sur le style, là, vous voyez l'usage des répétitions. Hein. Marx est extrêmement un adorateur des répétitions. Et c'est ce qui fait que souvent, sa littérature, il faut la lire 2-3 fois. Bon, je résume cette citation. Le capital paraît cause de soi. Hein, de la valeur qui se valorise elle-même, le capital paraît cause de soi. C'est le fétichisme suprême et absolu, le capital qui produit du capital. Vivent ces personnifications, donc je les ai déjà dites plusieurs fois, le capitaliste, l'entrepreneur, le commerçant, le financier, le trader, tout ce que vous pouvez ajouter, ça peut le faire. Mais, sauf que là, je suis dans le délire, c'est pas comme ça que ça se passe. Le capital qui produit du capital, c'est pas comme ça. Je l'ai déjà dit. La valeur, elle se crée pas comme ça. C'est pas le capital qui crée le capital. Il y a un long détour par une espèce de gueux là qu'on appelle les prolétaires, qui eux créent la valeur. Ce sont eux, c'est dans le process de production. Donc ça, je vais y revenir sur cette idée. Ce sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, le titre c'est l'antre-prolétarien du fétichisme. Je vous rappelle le titre. L'antre-prolétarien du fétichisme. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. On va aborder une nouvelle série de sujets qu'on n'a pas encore abordés jusqu'à présent. Mais en attendant, parce que je ne vais quand même pas vous lâcher comme ça si vite, en attendant, je vais faire un détour par la notion de main invisible du marché. Je reste encore sur le marché un petit moment. Il y avait plusieurs façons de procéder pour aborder cette question de la main invisible. Notamment, je pouvais m'appuyer sur Bernard Vasseur, qui bien sûr en parle dans son livre « Du monde capitaliste comme religion ». Mais je vais m'appuyer sur quelqu'un d'autre, Dany Robert Dufour, Le divin marché, aux éditions de Noël. Pourquoi ? Parce que Dufour, il parle de la main invisible, mais en prenant appui sur une idée que Hugues et moi nous avons déjà abordée, mais c'était l'année dernière, dans la conférence Psychanalyse et hégémonie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et où on avait fait un petit passage sur l'autre et le grand autre. Et Dufour, dans le divin marché, il passe par là, par cette question de l'autre et du grand autre. À vrai dire, il s'appuie sur une idée d'un anatomiste hollandais, Louis Bolk, début 20e, ça date, mais qui a été reprise par quelqu'un que vous connaissez sûrement, le paléontologue américain Stephen Jay Gould. Et cette hypothèse, c'est quoi ? C'est celle de la néothénie humaine.
néothénie humaine. On va vous dire ce que c'est que ce truc. Oui, j'aimerais bien. Voilà, néothénie humaine. C'est un concept qui pose que l'homme naît incomplet, prématuré. Les preuves de la prématurité ne manquent pas. L'homme vient au monde avec des cloisons cardiaques non fermées. Il se caractérise par l'immaturité postnatale de son système nerveux pyramidal, par l'insuffisance de ses alvéoles pulmonaires, par sa boîte crânienne non fermée, par ses circonvolutions cérébrales à peine développées, par son absence de pouce postérieur opposable, par son absence de système pileux, par son absence de dentition, de lait de naissance, etc. Autrement dit, on n'est rien quand on est. Donc là, j'ajoute, mais sans connaître le détail, vous savez pourquoi nous naissons comme ça, c'est parce que je crois que c'est la grossesse ne peut pas être terminée dans le ventre de la mère. Je crois que c'est la position debout qui a une conséquence. Il y a une caractéristique de l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens. C'est peut-être la position debout ou autre chose encore, ou le bassin de la femme pour une raison que j'ai oubliée. En tout cas, il y a une raison pour laquelle la grossesse féminine prend fin autour des 9 mois. Une raison physiologique. Bon, je n'en dis pas plus puisque j'ai oublié. Il vient au monde pas terminé, c'est ce qui est dit. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il vient au monde pas terminé. Donc, la conséquence, c'est ça qui nous intéresse ici. La conséquence de cette prématurité, c'est que le petit homme est dépendant de la relation à l'autre. Voilà. Vous voyez, il y a des moments, quand on dit des choses, il faut savourer chaque mot de la formule. Conséquence de la prématurité, le petit homme est dépendant de la relation à l'autre. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire l'allongement considérable de la période de maternage, et ce qui signifie que c'est par la parole, par la culture, par la technique, par les relations sociales, que le petit homme s'approprie le monde. La parole, je vais commencer par les relations sociales, la parole, et vous voyez, quand on dit tout ça déjà, tout de suite, il faut ajouter la culture, relations sociales, etc. Et la technique aussi, inévitablement. Donc, quand je dis la parole, vous pouvez transformer, vous pouvez voir, vous pouvez dire le langage. Ce que je retiens pour mon propos, c'est ce que nous appelions l'année dernière, Hugues et moi, donc, dans la conférence sur la psychanalyse, le poids de la relation à l'autre et au grand autre. Le grand autre ou les grands autres. D'abord les parents, nous l'avons dit à l'époque, mais après les parents, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a l'école. Après l'école, il y a le milieu de travail, etc. Quand on dit les parents, il faut un tout petit peu décliner. Bon, c'est la mère et le père derrière. Et puis déclinons, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, etc. Déclinons. Même si, bien sûr, à mesure que nous déclinons, l'importance fondamentale décroît peut-être assez vite, surtout en ce qui concerne les cousins et les cousines. Quoique dans certaines civilisations, ce n'est peut-être pas vrai, ou peut-être moins vrai.
Voilà, donc il faut tout envisager. Même chose pour l'école, même chose pour le travail. La conséquence de la néothénie humaine, c'est qu'entre le nourrisson et sa mère, ou son père, va se nouer une relation particulièrement déséquilibrée et que le jeune enfant va se trouver en situation d'entrer de manière intense et répétée dans le discours de l'autre, père ou mère. Et le point décisif, il est le suivant. Cette pratique de la relation au grand autre va évoluer chez Homo sapiens sapiens vers la constitution d'une structure anthropologique. Une structure anthropologique de la croyance. Dit Dufour. Dit Danny Robert Dufour. Structure qui explique que l'être humain va acquérir très vite la capacité d'entrer dans le discours de l'autre, du grand autre, pour finir par être toujours déjà disposé à adhérer à des discours surplombants, particulièrement surplombants, par exemple comme le discours religieux. La religion n'est donc pas, dit Dufour, une maladie infantile, hein, mais surtout une maladie constitutive de l'humanité. Une maladie qui se présente comme un remède. Enfin, c'est l'aliénation, en fait. Ouais. Dufour fait une liste à l'après-vert des grands autres, ou des figures éminentes auxquelles les êtres humains ont voué une dévotion au fil du temps. Bon, le totem, bien sûr. Les forces de la nature, les Grecs disaient physis. La cité, les Grecs disaient la cité, celle des Grecs. Le cosmos, les esprits. Plus près de nous, le Dieu unique, le roi. Je me rapproche encore un peu plus, le peuple, la race, la nation, et pour finir, le prolétariat. Tous les hommes soumis à ces figures, dit Dufour, furent des croyants. Et j'en ajoute encore une de figure tutélaire, le marché. Le marché. Donc là j'arrive à mon sujet, j'en viens à mon sujet. La dernière grande figure tutélaire, c'est le marché, le divin marché, dixit notre ami. Alors bon, on peut dire Dieu s'est globalement retiré de l'espace public, globalement, hein, parce que chaque jour on peut trouver à redire. Et il se trouve maintenant globalement confiné dans la sphère privée, globalement, je dis bien, mais à la place, nous avons le divin marché. Ce qui fait que je reprends cette formule que vous connaissez. Le roi est mort, vive le roi. Maintenant on va dire Dieu est mort, vive Dieu. Alors là, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du marché. Donc tel un phénix, eh bien, Dieu renaît toujours de ses cendres, mais sous des avatars au sens moderne, contemporain du terme, sous des avatars différents. Voilà, donc nous voilà donc avec le divin marché. Je m'approche encore un peu plus, je reviens à mon histoire de la main invisible et du marché. Assimiler le marché comme je suis en train de le faire en suivant Dufour, assimiler le marché à une divinité n'a rien d'exagéré, parce que l'invention du marché par Adam Smith au XVIIIe siècle relève bien de la théologie. Que dit Smith dans La richesse des nations en 1776 ? La société se présente désormais comme un ensemble où chaque homme est devenu un commerçant. Libre à chacun, dit Smith, de se livrer à l'activité économique de son choix et de le faire en poursuivant des buts parfaitement égoïstes,
Cela, dit-il, ne nuira pas à l'intérêt collectif. Donc, individu qui poursuit des intérêts égoïstes, ça ne nuira pas à l'intérêt collectif, dit Smith. Au contraire. Au contraire. Bon, ça, c'est une affirmation qui peut paraître surprenante. Surtout au XVIIIe siècle, dans le contexte religieux du XVIIIe, et même le contexte philosophique et moral. Rappelons qu'à la fin du XVIIIe, quand même, Emmanuel Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, formule l'impératif catégorique. On en est à 100 000 diables, là, de ce que dit Smith. Je rappelle l'impératif catégorique, ce qu'il dit. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ta maxime peut devenir une loi universelle. Deuxième formulation, Kant toujours, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Ne pas réduire ni toi-même ni tout autre comme un moyen. C'est ça l'impératif catégorique. Je ne fais que les citer, je m'arrête là. Donc, il y a un monde entre ce que dit Smith et ce que dit Kant, presque au même moment, un peu après lui. Comment l'intérêt égoïste peut-il concourir à l'intérêt général? Comment cette chose peut-elle se faire? Eh bien, la réponse de Smith, c'est la providence. Il dit, c'est possible grâce à une providence particulière qu'il appelle donc la main invisible. Smith dit: l'individu ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté. Et en dirigeant cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. C'est pervers, hein. C'est compliqué, hein. C'est contre-intuitif. Contre-intuitif. C'est intéressant, je trouve, de voir comment dire, le genre de réflexions qui ont pu présider à ce qui sera après la domination idéologique totale et complète du libéralisme. Hein. Ça vient de là. Je voulais juste faire une petite remarque. Alors, je ne sais pas comment ça s'interprète d'un point de vue psychanalytique, mais le titre « Le divin marché », ça fait penser au divin marquis, le marquis de Sade. Alors, je pense que c'est pas complètement involontaire. La fin, c'est pas la même, parce que le marquis de Sade, il était révolutionnaire, il devait marcher. Tu as gagné le droit de revenir en deuxième semaine. Je m'explique. Cet individu, c'est un spécialiste de Sade. Bien sûr. Et voilà. Donc, il a écrit... parce que ce livre... il a raison. Il est parti aussi. Mais Sade, il a été emprisonné pour ça, parce qu'il était révolutionnaire. Ce livre fait partie d'un ensemble d'une demi-douzaine de livres de Dufour. Et dans cette demi-douzaine, il y en a 2 ou 3 où il parle de Sade. Et ils sont géniaux. Alors,
Dufour a également commenté, je ne sais pas si vous connaissez ça, la fable des abeilles de Mandeville. C'est un petit bouquin, Mandeville, qui dit, qu'est-ce qu'il dit Mandeville là-dedans, que les abeilles, elles poursuivent, chacune poursuit son intérêt égoïste. Alors là, évidemment, je déforme sûrement la pensée de Mandeville parce que j'avais pas prévu ça, mais disons, les abeilles, chacune d'entre elles poursuit son intérêt égoïste, mais en faisant ça, elles contribuent à la prospérité de la ruche. Et alors, Mandeville, lui, c'est un beau pervers aussi. Il explique que, finalement, c'est bien, quoi. C'est le genre de truc qu'il faut promouvoir, tu vois. Donc oui, tu peux et tu dois faire un lien. Peut-être que je vais essayer d'y penser. La semaine prochaine, je rapporterai les autres bouquins. Je croyais le Marquis de Sade. Et voilà. Alors, entre nous soit dit, hein, le Marquis de Sade, celui-là, ça vaut le détour. Hein. C'est un grand philosophe. C'est pour ça qu'il a été condamné à de la prison et tout. Hein. C'est un grand philosophe. Pas pour le reste. Le commentaire de Sade que fait Dufour, c'est un régal. C'est un régal. Moi, je vous le conseille. Et Dufour fait ça. Son projet, en faisant ça, dans cette demi-douzaine de bouquins, c'est d'expliquer la généalogie intellectuelle du libéralisme. Je reviens à mon kilo de cerises. Ouais, je ne dirai rien parce que je... Qu'il y ait cet agriculteur, cet horticulteur qui veut produire des cerises pour gagner sa vie, éventuellement mettre dessous des côtés, ça ne me dérange pas qu'il ait ça dans la tête. Vu que j'ai le bénéfice secondaire de son travail, que je peux acheter des cerises, si possible, à un prix acceptable pour moi. Donc, où est le problème? Non. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais Parce qu'on dit c'est un peu miraculeusement que c'est bénéfique pour la société. Mais oui, mais... Alors, c'est là où il faut sortir de l'exemple du kilo de cerises. Ah. Enfin, Ouais. a priori, disons. Pourquoi? Parce que si, en termes d'acteurs, tu mets derrière le kilo de cerises un agriculteur, Oui. enfin, ou un horticulteur, je ne sais pas comment c'est un petit agriculteur. Oui. Franchement, on va pas chercher des noises à ces mecs-là. Franchement, il survit péniblement, le mec, avec ses cerises. Même s'il a 50 ou 100 cerisiers, ça lui fait vivre la famille. Franchement, la belle affaire. Donc le problème est ailleurs. Ah bah oui, c'est limite du capital, son truc là. Hein. Oui, parce que là, et puis la cerise, c'est un bien qui se dégrade rapidement, donc... et puis il y a les grêles, il y a tout ça, il y a les grêles, enfin bref, tous les 6 semaines, il y a un problème, quoi. Ouais. Donc, non, moi je ne range pas ces gens-là parmi les capitalistes. Non, hein. Absolument pas. Ah, voilà. Absolument pas. Ouais. Bon, tout à l'heure, j'ai accepté hein, ton histoire de cerise, mais là, avec le nouvel éclairage que tu donnes, j'accepte plus. Donc là, moi je dis, c'est quoi un capitaliste? C'est quelqu'un qui a une richesse importante, qu'il peut engager dans un cycle de valorisation en tant que capital.
Le capital, c'est de l'argent qui se valorise. Ce n'est donc plus tout à fait de l'argent. Donc ça serait plutôt la coopérative qui réunit, mettons, 50 producteurs de cerises, et qui ont un pouvoir capitalistique plus grand que le simple producteur. Non. C'est pas, il faut pas mélanger. Alors, je vais dire oui et non. Pourquoi? Parce que, en principe, c'est pour ça qu'il y a le oui et non. En principe, la coopérative, son job, ça va être de travailler dans l'intérêt de l'agriculteur, de l'horticulteur. Et quand on voit comment ça s'est avec le lait, c'est l'inverse. oui chef, toi aussi tu as gagné de venir en deuxième semaine. Ah oui, on va bien avec Lactel. Hein. Et Lactalis. Oui, Lactel, voilà. C'est ça le problème. Ça part sur des bonnes bases, oui, on va vous aider. Quand on se regroupe, on est plus fort. Et après quelques années, ils prennent les dessus, c'est eux qui prennent les décisions, ceux qui imposent la loi. Où sont les valeurs? Oui. Et quand même, à la, comment s'appelle le truc des agriculteurs, la FNSEA. Voilà, la FNSEA, c'était à la tête, je ne sais plus si c'est le dernier. Non, mais c'est le PDG de Lactalis. Voilà, c'est un gars qui a une société agroalimentaire. Alors je ne vois pas comment il peut défendre les paysans. Voilà, exactement. Donc, je reviens à ma réponse. Le capitaliste, c'est une personne qui... après, j'ajouterai le point de vue systémique, si tu veux. Là, je suis sur un point de vue individuel. On pourrait presque donner un nom à cette personne. Bon, le capitaliste, c'est une personne qui a une grande somme d'argent. Il l'engage dans un circuit de valorisation capitaliste. Ça consiste en quoi, cet engagement? Eh bien, c'est que il va acheter des moyens de production, il va acheter de la force de travail, il va acheter des outils, des fluides, des approvisionnements divers et variés, et tout ça, il va le mettre en musique pour que ça fonctionne, et que ça fonctionne bien, avec bien huilé, bien efficace, etc., bien efficient, dans un procès de production qui va déboucher sur une quantité de marchandises très correcte, hein, la plus correcte possible, quantitativement et qualitativement. Lesquelles marchandises il va les mettre sur le marché, et le gars il espère qu'elles vont trouver leur marché. Donc admettons qu'il le trouve, que les marchandises trouvent leur marché, il va donc récupérer une somme d'argent. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire, parce que une fois cette somme d'argent récupérée, eh bien pour que ce circuit ait un sens, il faut qu'il réinvestisse immédiatement la somme d'argent récupérée en capital. Donc il réarme le circuit de valorisation capitaliste suivant. Je reviens à mon histoire, c'est une fin sans fin. Hein? Oui, et le type de produit du départ n'a rien à voir avec un cerisier et quelques cerises. Jamais ça produira tout ce cycle qui conduit, à moins que les produits agricoles soient inscrits dans des marchés financiers. Alors on va dire oui, non. les agriculteurs de la Beauce. Oui. Ouais. Eux, on va les ranger parmi les capitalistes. Ah oui, parce que c'est ce que je voulais dire déjà tout à l'heure. Les horticulteurs, j'ignore s'il existe des horticulteurs qui auraient des centaines et des centaines d'hectares. Non, il y a les maniants, tout ça qui faisaient les roseraie. Ça me paraît pas évident. Même en Val-de-Loire où il y en a beaucoup. Ça me paraît pas évident. Non. Donc on va dire que
peut-être qu'il bordure une logique capitaliste. Il faut penser comme ça, en nuance. Même les grands vins, c'est pas la même vie. Peut-être qu'il bordure. C'est surtout à travers la coopérative, à mon avis, qu'il bordure la logique capitaliste. Alors, je me posais quand même une question, même dans le cadre de l'échange de GAB entre un petit producteur et un petit consommateur, l'échange direct, si le producteur, au cours de l'échange marchand, il développe un discours qui dit par exemple mes cerises, si vous les mangez, vous allez vivre plus longtemps en bonne santé. C'est-à-dire, il donne une valeur qui n'est pas strictement nutritive et alimentaire au produit, quoi. Il donne une sorte de survaleur symbolique qui n'est pas forcément intuitive liée au produit. Dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas déjà dans le fétichisme, même si c'est une relation bilatérale entre un petit producteur et un petit consommateur? Je dirais que non. Pourquoi? Pour autant que le discours de ton horticulteur est authentique. Hein. Je pars de cette idée. Hein. Il est authentique. Son produit. Hein, il y croit. Non. Son produit est bio. Oui. Et il a les caractéristiques que le gars dit. Bon. Eh bien, je dis non. Je dis que cette caractéristique que l'agriculteur met en avant, c'est un argument qui intervient dans la valeur d'échange. Ouais. Puisque il y a des consommateurs qui sont sensibles à cet aspect-là et qui sont prêts à mettre 1 euro de plus le kilo pour avoir des fruits bio. Bon, voilà. Et donc, c'est ça qui fait que ce produit-là, il va osciller au-dessus de sa valeur 1 euro ou 2 de plus. Bien. Et là, c'est pas du fétichisme, c'est comment dire, un arbitrage entre un coût et des avantages. Oui. Moi, je dis ça. Donc c'est justifié. Après, si je prends, non pas ton horticulteur, mais si je prends, alors peut-être les mêmes fruits, hein, mais si je les prends dans la chaîne de distribution des supermarchés, des hypermarchés, traités, emballés, machin, truc, enfin tout un micmac, une chaîne de distribution du tonnerre de Dieu. Bien. Ben là, je ne sais pas ce que ça donne, parce que et puis qui sait ce que ça donne d'ailleurs, on ne sait pas à quoi on a affaire vraiment. Quand on a à Carrefour des barquettes, elles sont présentées comme étant bio, ceci, cela, etc. Ou produits français en venant de l'Espagne. Bon, là, méfiance. Parce que qu'est-ce qui nous dit que cette barquette soi-disant bio n'a pas été traitée subrepticement d'une manière ou d'une autre? On n'en sait rien. Donc là, il y a du fétichisme. C'est un peu des contrôles d'ailleurs. Là, il y a du fétichisme, puisque tu as bio, machin, truc, Israël, enfin quoique là, c'est du contre-fétichisme. Moi, je n'achète plus rien d'Israël. Hein. Bon, Israël, je n'achète plus. Donc, mais, disons, jusqu'à il y a peu, ça pouvait être une cause d'achat, un déclencheur d'achat. Bon, voilà, donc, il faut distinguer. C'est toujours pareil. Analyse, nuance. J'ai envie de vous raconter brièvement une anecdote qui m'est arrivée il y a une semaine. Je fais mes courses dans un Intermarché. J'ai repéré qui est le directeur, qui est de temps en temps, qui circule assez discrètement. Excusez-moi, monsieur, j'aimerais bien vous poser une question. Il dit, oui, monsieur. J'ai dit, écoutez, je viens régulièrement faire mes achats, mais vous vendez certains produits vraiment très très chers au-dessus de tout ce qu'on peut trouver autour d'un Intermarché. Ah bon, c'est quoi? J'ai dit les endives, 4,99 €, presque 5 €, et les poivrons rouges. Ah bon, écoutez, je vais regarder. Vous allez même pas me croire. Je passe 4 jours après,
les poivrons n'étaient pas comme la veille ou comme 3 jours avant à 4,99 €, c'était presque 5 €, mais à 5,99 €, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Ils ont augmenté d'1 € les poivrons rouges, alors que chez les petits marchés à côté, je les trouve à 3,50 €. Tu as participé à l'augmentation de la plus-value du patron. Je veux dire comme ça. Je cherche la motivation, je cherche la logique. Alors moi j'ai dit, écoutez, vous êtes une grande chaîne, vous avez des fournisseurs, vous pouvez quand même demander des prix qui sont raisonnables pour les consommateurs. Moi ça m'embête, je voudrais bien acheter les poivrons rouges chez vous, mais vous m'obligez d'aller chaque fois chez le petit marché à côté parce qu'il coûte la moitié de chez vous. Oui, mais vous comprenez, ça dépend des fournisseurs. Je dis, mais vous n'êtes pas capable de trouver des fournisseurs. Une grande chaîne comme Intermarché. Dans le commerce, celui qui fait la grande financière. Encore une autre réflexion, enfin c'est pas une suite de réponses, mais c'est juste une réflexion corrélative. Quand je disais analyser, regarder de près, j'ai envie d'ajouter aussi cette idée, c'est toujours favoriser le circuit court. Oui. Parce que le circuit court, ça veut dire que on est à peu près garanti contre des coups tordus. Je dis pas à 100%. Oui. Hein, parfois, peut-être qu'il y a des petits agriculteurs qui font des coups tordus. J'en sais rien. Mais nous, le marché de Saint-Roch, si le gars auprès de qui on s'approvisionne n'est pas vigilant, quand il va aux mines pour s'approvisionner, s'il n'est pas vigilant, nous, on peut réfléchir. Hein, on peut le sanctionner. Mais moi, je sais qu'à Libération, il y a les deux, le marché de Libération. Mais moi, comme j'y vais depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans, je connais tous les marchands, je sais ceux qui cultivent quoi. Ah, voilà. Mais il y en a que même s'ils ne sont pas bio, je préfère acheter chez eux que chez certains qui sont soi-disant bio, et où c'est pire. Donc on peut s'extraire un petit parce peu. Que je peux me fier à la parole parce que je sais ce qu'il y a. On peut s'extraire un petit peu, peut-être pas totalement, mais on peut s'extraire un peu de la logique capitaliste pure et dure en privilégiant circuit court. Et il y a peut-être d'autres solutions que j'ignore, mais on peut faire quelque chose. Donc je reviens à la main invisible. La citation de Hugues sur la main de Smith dite par Hugues sur la main invisible. Donc cet esprit caché, la main invisible, il est toujours présent. Toujours présent. C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le fétichisme, il est inhérent au système. Là, la main invisible, elle est inhérente au système également. C'est un esprit caché toujours présent, qui agit toujours et partout. Bon, j'ai introduit des nuances, que je les maintiens. Inutile de chercher à le mobiliser ou, à l'inverse, à vouloir y échapper. Il renaît toujours. Il revient toujours. Il est toujours déjà là et il agit sans que nous ayons à y penser. Et d'ailleurs, cet esprit invisible, il pense à tout. Il pense à tout. Puisque c'est Dieu. Il est divin. Donc il pense à tout. Comme le marquis. Et au diable, encore une fois, l'impératif catégorique de ce fichu Kant. Dufour ajoute, il faut, selon le mot d'ordre du libéralisme, laisser faire, car au fond, c'est Dieu qui fait. Voilà. Ah bon ? D'accord. Donc, nous savons, nous aujourd'hui, au XXIe siècle, que le mot d'ordre, il a été entendu. Et que même dans l'ordre idéologique, c'est l'un des étendards du développement du capitalisme, laisser faire. 17e, 18e, etc. Autrement dit, nous avons congédié Dieu, un certain Dieu, mais nous sommes passés sous la juridiction
d'un autre Dieu, et peut-être encore plus puissant que le précédent. Je conclus. Alors, conclusion et vision, j'appelle ça. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je le redis une nouvelle fois. Pourquoi ? C'est parce que c'est le cœur, hein, c'est le cœur du discours que je veux tenir. Donc, nous avons dit que le fétichisme, c'est la chosification des rapports sociaux. On l'a dit un nombre incalculable de fois. C'est leur chosification par la marchandise. Cette chosification, c'est en même temps une invisibilisation, car la marchandise prend la place des rapports sociaux de production dans la conscience des personnes. Et donc du coup, le travail humain, le rapport capital-travail, les travailleurs, les classes sociales, tout ça est tenu pour négligeable, invisibilisé. Au lieu de cela, les marchandises et l'argent se mettent en scène et dansent la gigue sur le marché. Et ce que nous avons dit aussi, c'est que de la chosification des rapports sociaux à leur naturalisation, il n'y avait qu'un pas. Et donc, je vous rappelle pour la énième fois la phrase de Alain Minck. Le marché capitaliste est naturel comme la marée. Il fait du Minck. Monsieur fait du Minck. Donc, Minck naturalise le marché capitaliste sous l'apparence de la marée, phénomène naturel. Nous avons aussi dit que le fétichisme, d'autre part, c'est la personnification des choses dans la foulée de la chosification des personnes. C'est la mise sur un piédestal du marchand, de l'entrepreneur, du financier, du trader, de la star de foot, du capitaliste, etc., etc., etc. Bref, de toutes ces personnes qui personnifient nos fétiches et ou qui brassent des millions et des milliards, plutôt des milliards que des millions. Ouais. Bah oui. Ce résumé, je l'ai lui-même simplifié, et je répète, je vais me répéter. La simplification, c'est quoi ? C'est qu'on peut dire que tout ça, c'est le recouvrement du process de production par le process de circulation. La sphère de production où est créée la valeur se trouve dominée par la sphère de la circulation qui, elle, ne fait que faire circuler la valeur, ce qui n'est pas la même chose. Voilà pourquoi Marx parle de monde à l'envers. Ce n'est pas la sphère où se crée la valeur qui domine, mais c'est la sphère qui ne fait que la faire circuler. Et voilà aussi pourquoi nous sommes dans une société où on ne fait que parler de société de marché, société de consommation, etc., etc. C'est assez frappant dans beaucoup de domaines. Quand on voit des émissions à la télé, je sais pas, supposons la production de lait, l'emballage du lait, c'est énorme, tout est automatisé, il y a plein de gens qui travaillent, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision, ça se passe ailleurs. Et ça c'est un exemple, mais pour d'autres produits c'est pareil. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire, on externalise, je sais pas, en Pologne, en Tchécoslovaquie, c'est eux qui bossent, c'est eux qui sont à la chaîne, et puis la décision ou la conception des produits, c'est dans les bureaux d'études, et vraiment un décalage énorme entre ceux vraiment qui créent la marchandise et ceux qui sont derrière. Souvenez-vous de la conférence sur les formes actuelles du travail aliéné, la conférence sur les cadres. Ah oui, je me rappelle. Bon, à un moment donné, je parle de l'histoire des primes.
Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails, j'ai juste dit que les primes, ça représentait une certaine proportion des revenus, etc. Là, comme ça, je n'aurais même pu dire quelle proportion. Mais dans le bouquin, ils expliquent comment ça se passe entre le chef d'unité et les cadres dirigeants. Donc, chef d'unité, c'est-à-dire... c'est un directeur, un cadre dirigeant, directeur d'unité, qui peut éventuellement être aussi un directeur territorial. Territorial, attention, là les territoires en question, c'est souvent l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Hein. Bon. Comment ça se passe? Alors, là, il faut voir comment ça se passe. Le directeur régional, ils appellent ça des directeurs régionaux. Les régions, c'est des continents. Le directeur régional, il a reçu des instructions du PDG. On ne sait pas où il est, si c'est le PDG en question. Il est partout et nulle part. Bon, il a reçu des instructions. Alors c'est une feuille avec... un tableau de bord, des plus, des moins, etc. Et lui, le directeur régional, son job, c'est de transcoder ce truc pour sa région. Bon. Et puis en dessous de lui, il y a des cadres dirigeants qui vont devoir transcoder pour une boîte particulière, ou pour une filière particulière, ou pour un métier particulier. Pour ce qui relève de leurs compétences. Pour ce qui relève de leurs compétences. Bon. Et donc, voilà des gens, ils sont quand même importants, ils ont des responsabilités assez importantes. Pour autant, ils sont suspendus à des taux à la con. Ils ne savent pas comment ils ont été élaborés. Et donc, je suis en train de donner un autre exemple que celui que tu donnes, le même, mais dans le bouquin de Gaëtan Floco, c'est lui l'auteur du livre sur les cadres. Dans le bouquin de Floco, on trouve une évocation du même genre, sauf que là c'est sur des cadres, et les pauvres cadres, ben, ils n'y entravent que dalle, en fait. Ils n'y entravent que dalle. Ils sont comme ça, entraînés dans un mouvement de transcodage de taux divers et variés. Mais la réalité d'aujourd'hui, elle est très différente. On a dévalorisé les cadres de la production, parce que, en fin de compte, c'est le patron et les actionnaires qui décident de courir après la rentabilité maximum. Et aujourd'hui, il y a des bureaux d'études qui sont pas dépendants de l'entreprise. On leur donne une étude, comme fait Macron, avec ses agences comment ça s'appelle, voilà. Et de là, de savoir quelles sont les possibilités. Parce que le cadre dans sa production, même une grosse usine en France, Lactalis, après je dirai deux mots sur Lactalis, c'est pas lui qui va pouvoir réfléchir, dire ouais mais en Pologne c'est moins cher, le lait on l'achète en Autriche c'est moins cher mais on va le mettre en sachet en Pologne, etc. Donc c'est des nouvelles structures, et ces cadres dans les boîtes, ceux qui sont dans la production, qui sont actifs, ils sont dévalorisés, et aujourd'hui les salaires ne sont plus les mêmes. Il y a une réalité. Moi je participe à la trucs des patrons là, alors c'est des petites entreprises et tout, mais il y a ceux qui animent les trucs, c'est des gars qui viennent je sais pas d'où, qui expliquent comment gérer les entreprises, comment améliorer la production. Lactalis, il faut savoir, c'est une multinationale. Toutes les entreprises en France, vous allez tribunal de commerce, vous pouvez avoir le bilan. Pas Lactalis. Non. Mais je vais vous dire simplement, ça m'est arrivé, les sociétés que je gère bénévolement,
vous payez une amende de 2600. Quand j'ai repris les affaires du patrimoine, ils n'avaient pas déposé le bilan de la société. Donc il y a eu une pénalité de 2600 €. Eh bien, Lactalis, qui ne dépose pas le bilan, paye 2600 €. Mais c'est des clopinettes à côté de ce que je gérais où il y a rien. Certains connaissent ce que je gère. On a très peu de loyer, on a plus de dépenses que de rentrées. Mais vous vous rendez compte? Donc, alors par contre, le bilan, vous le donnez aux impôts. Ça, c'est obligatoire. Mais les impôts ne donneront jamais à une entreprise le détail du bilan financier. Donc il faut savoir tout ça. Donc les grosses boîtes, là, et Lactalis, c'est un des plus gros tricheurs. Et on a vu qu'il y avait des histoires même de fraude, etc. Ah bon. Alors, Lactalis, c'est pas le patron de la FNSEA, parce que lui, c'est le grand patron du blé, des céréales. Qui siège à Bruxelles d'ailleurs pour représenter la France, c'est le comble. Voilà, il a un petit revenu de 187 000 € par an. Ça, c'est officiel. Alors ça doit être un cas donc vous voyez un peu comment aujourd'hui, les analyses qu'on faisait, mettons, il y a 20 ans, 30 ans, aujourd'hui c'est complètement différent. Pour quelle raison aussi? C'est que le capitalisme aujourd'hui dominant, c'est le capitalisme financier et pas de la production. Exactement. Et c'est là que les rapports sont complètement changés. Hervé. Les chiffres magiques que doivent suivre les cadres dirigeants opérationnels, on va dire, on appelle ça les KPIs. Des quoi? KPIs. Alors en français c'est KPI, c'est Key Performance Indicators. Indicateur clé de performance. D'accord. C'est ça qui descend en haut et que les gens doivent atteindre. À France Télécom, tu as vécu ça? Partout, même dans les administrations publiques. Oui, même dans les administrations publiques. KPIs, Key Performance Indicators. D'accord. Et c'est des bureaux indépendants des sociétés. Ils font que ça. Ils s'externalisent. Oui, enfin, ils ne sont pas toujours tant indépendants que ça parce que c'est ces mêmes sociétés-là qui les créent. Donc, il ne risque pas d'y avoir un dissident là-dedans parce qu'il vite. Ce que je voulais préciser, c'est des techniciens. D'ailleurs, on les a eu chez les lanceurs d'alerte. Ils ne sont pas attachés à l'entreprise directement. Ils travaillent pour plusieurs entreprises. Oui, mais ça n'enlève rien à la source. Vous savez, je vous raconte l'histoire. Vous prenez Bouygues. Moi, c'est l'anecdote, mais elle est importante. Je savais, avant tout le monde, que le tram 2, une partie était souterraine. Parce que j'avais un client qui a participé aux discussions chez Bouygues avec Sarkozy et Estrosi. Vous allez vous marrer là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, deux anecdotes. Une, comment j'ai su ça? C'est bon, parce que c'est elle qui parle beaucoup. C'était un de mes clients, bon, il savait que j'étais coco, mais bon, ça ne le dérangeait pas. Mais c'est que Sarkozy, c'était en 2012, si je ne me trompe pas, il voulait avoir les faveurs de Bouygues au niveau des médias. Et Bouygues, il a dit, mais moi, je veux le tram. Et Bob Inger, qui était directeur du Patriote, je lui dis, et il me dit, bon, ouais, mais on n'a pas de preuves, comment, c'est compliqué. En réalité, il n'y a pas eu d'appel d'offres parce que je savais plusieurs mois à l'avance que le marché, ils ont fait les appels d'offres, ça c'est évident, hein, on ouvre les enveloppes au meilleur offrant, etc. Et n'oubliez pas que au départ, même Estrosi, Allemand, tout ça, ils voulaient le tram sur la prom, pas souterrain, parce que ça coûtait cher. Mais Bouygues, il a, je veux dire, le souterrain, c'est comme la sortie de la voie rapide. Ça coûte des millions et des millions, parce que c'est très rentable. Oui. L'autre aspect, un jour je vais pour les rénovations parce que j'étais spécialiste des reprises en sous-œuvre. Vous savez, des trucs, il y a même des buts. Là, il y a un architecte qui me court derrière pour les renseignements, etc. Je vais au Stade du Ré, par là-bas, donc il y a le château de. Je ne sais plus comment ça s'appelle là-bas.
Et donc il y a un entrepreneur qui me dit viens, comme ça tu nous dis un peu ce qu'on peut faire. Au château d'Azur, non? Le château à Saint-Maurice, je ne sais plus comment ça s'appelle, derrière le Stade du Ré. Maintenant ils ont tout démoli. Non, le château Et cette dame, je vais vous dire qui c'est, elle a acheté un appart. Et donc elle voulait aménager, et en même temps elle était en colère parce qu'on démolissait le Stade du Ré et on faisait des immeubles devant ce qu'elle a acheté. Mais qui c'était cette dame? C'était la secrétaire de Strozzi à la mairie. Et elle ne savait pas qui j'étais, et elle dit ouais, on en a marre de ces technocrates qui arrivent de Paris, de Bouygues et tout, et ils viennent voir le maire avec des études de ce qu'il faut faire pour la ville. Parce que quand on dit que c'est Strozzi ou les conseils municipaux qui disent tiens, on a l'idée de la coulée verte, etc. Non, c'est des bureaux d'études, donc oui, il fait ça. Il fait l'étude et il propose. Mais avec, c'est incroyable, des sondages de la population, du quartier, etc., aménagés et tout. Donc il a un projet. Et il demande au maire, je prends des raccourcis, parce qu'il demande au maire, vous faites passer le projet. Donc, s'il est accepté par le conseil municipal, il dit qu'il faut payer l'étude. Elle est déjà faite. Donc il faut payer, je sais qu'il y avait une étude pour faire un souterrain à la place de Marie-Varel et tout, c'était je ne sais plus, plusieurs dizaines de millions d'euros, etc. Donc en partant de là, ils arrivent, le pactage tout prêt, etc. Et en même temps, c'est vrai qu'ils tiennent compte de l'environnement, elle a expliqué, la fille, comment ça se passait, mais ça n'arrêtait pas. Vinci, Bouygues, toutes les multinationales, elles arrivent dans toutes les mairies. Et même les municipalités de gauche, je crois, parce que c'est des gens très compétents dans la réflexion et dans les propositions. Mais eux, c'est pour faire de la plus-value sur la boîte. Finalement, quand ils n'ont pas de logement social, c'est le vrai bonheur, quoi. Là on a une illustration assez intéressante, parce que là il y a un niveau d'information particulier, mais une illustration assez intéressante de l'emprise des multinationales sur la société, bien sûr. Les gouvernements, c'est rien. Je termine sur une... Oui, Joseph. Simplement deux choses sur ça. La première, c'est ce qui s'est passé dans la plaine du Var. Oui. Quand j'étais gosse, la plaine du Var, grosso modo, elle permettait de nourrir Nice. Essayer de nourrir avec ce qui est produit encore là-bas dedans. Un immeuble peut-être, vous pouvez nourrir, c'est tout. Et c'est vrai que ça s'est fait de cette façon-là. Les gens qui possédaient des terres sont retrouvés avec en face des études, disant là, on peut faire ceci, on peut faire cela. Bon, le grand stade, l'université, le STAPS, c'est ça qui a lancé. Et à partir de là, mais curieusement, on a déclassé les terres, qui étaient terres agricoles et constructibles, et c'est devenu ce que c'est devenu. Bon, je crois qu'il faut penser. Moi, un deuxième truc, j'ai comme l'impression que l'Europe, c'est une vaste entreprise. Bien sûr, c'est tout. Ça fonctionne exactement de la même manière. On a l'impression que les États et l'Europe... Je termine sur une dernière idée, mais que elle aussi j'ai martelé depuis plusieurs conférences. Finalement, donc, mon sujet, le fétichisme, finalement, de fétichisation en fétichisation, c'est-à-dire, je rappelle, marchandise, monnaie, capital, ou bien circulation par rapport à la production, eh bien, c'est le capitalisme en tant que tel qui se retrouve tout simplement fétichisé, considéré comme éternel, existant depuis toujours et pour toujours, et dans ces conditions-là, comment peut-on être contre la marchandise? Eh oui, ça ne changera jamais. Comment peut-on être contre la mondialisation? Comment peut-on être contre le capitalisme? Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je veux en venir à une idée qui m'est chère.
c'est que quel est le sigle qui résume tout ça, tout ce que je viens de dire? C'est TINA. TINA, T-I-N-A. There is no alternative. Ah oui. There is no alternative que Thatcher prononce à la Chambre des communes autour des années 79-80 et en brandissant un ouvrage de Friedrich Hayek. Cet ouvrage, c'est Droit, justice et liberté. Voilà. Donc nous sommes là, je pense qu'il faut revenir souvent à ce TINA, parce que c'est un élément, c'est une clé de voûte de la configuration politique dans laquelle nous sommes. C'est une pièce centrale qui fait tenir beaucoup de choses sous elle. Comment dire, ce contexte politique que nous voyons, l'absentéisme. Que faire? Il n'y a rien à faire, on s'abstient. Vous croyez, vous, au lendemain qui chante? Non. Nous avons fait, nous, récemment, un stage de communistes. C'est autre chose qu'ici. Bon, mais on a évoqué à un moment donné la visée communiste, etc., etc. Bon, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes. Bon, on était entre nous, c'était un stage de communistes. Hein, bon. Mais que nous disent les jeunes? Ils nous disent qu'ils n'y croient pas. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. Voilà. Donc, voilà contre quoi nous avons à nous battre. Et c'est la raison pour laquelle je dis et je le redis, donc il faut, autant qu'on le peut, traquer le fétichisme, essayer d'argumenter l'idée, de documenter l'idée que l'avenir n'est pas écrit. Juste de précision, Daniel l'a déjà dit sur Hayek. Vous savez, il y a un grand disciple en France. On en parle beaucoup en ce moment. Édouard Philippe. Oui, mais oui, bien sûr. Il le revendique. C'est connu, il Ah est bon, partout. le revendique Hayek. Ouais. Il y a 10 ans qu'il nous le dit. Tout en disant, mon grand-père était docker sur les ports de la CGT, grand-père de Macron, mais je suis un disciple de la théorie de Hayek. Ah ouais. Et vous avez vu, Son grand-père, mais pas lui. il fait partie de l'équipe Renaissance, mais Un peu à côté, oui. un peu à côté, on peut le retrouver au présidentiel aussi. Bien sûr. Et là, vous avez vu que Macron n'a pas voulu, mais c'était peut-être l'homme de droite le plus compétent pour régler le problème de Calédonie. Ah oui. Mais Macron, il l'a mis de côté, il s'est proposé. Parce oui. qu'il y a eu quelques années où il s'en est préoccupé et il a tenu compte, je crois même qu'il avait dit on pourra régler ça dans 20 ou 25 ans, parce qu'il était au courant de la réelle situation. Macron, il voulait. Que c'est le colonialisme qui est encore en place en Calédonie. Macron, il Donc voulait la pas que semaine l'autre prochaine, fasse de l'ombre. on finit sur ce sujet. Donc l'antre-prolétariat du fétichisme. Là, les sujets seront différents. Marché du travail, contrat de travail, l'emploi, etc. Ça existe encore, ça, les contrats?